Très heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La 5e édition de Miss Global Success a connu son apothéose vendredi dernier. Une soirée glamour, riche en couleurs et en émotions, au cours de laquelle Akou Rebecca Afankpenoudi est élue reine de la beauté et d'intelligence Global Success. À suivre dans un instant. Les autorités communales de Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7 ont lancé un projet visant la protection contre les inondations dans leur commune. Un projet pour évaluer les risques de catastrophes et protéger la vie des populations. Et puis aux USA, plusieurs États sont sous des coups de tonnerre depuis la semaine dernière. 5 personnes ont déjà trouvé la mort et plusieurs maisons sont détruites par cette catastrophe. Comme annoncé dans les titres, Akou Rebecca Afankpenoudi, étudiante en 2e année de génie logiciel, est sacrée Miss Global Success 2024. C'était au cours de la grande finale de l'élection Miss Global Success édition 5 qui s'est tenue ce vendredi 10 mai au Palais des Congrès de Lomé. Vivons les moments forts de cette soirée avec les images d'Emeka Gadje. La 5e édition de Miss Global Success a tenu ses promesses. Elles sont 20 candidates à la quête de la couronne et c'est la candidate numéro 21, Akou Rebecca Afankpenoudi, qui l'a remportée. Elle a su se démarquer et capter l'attention du public par ses différentes prestations. Honorables invitados, muy querido público, buenas noches. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Elle a pour première dauphine la candidate numéro 20, Mathilde Amaglo, et pour deuxième dauphine la candidate numéro 12, Hilary Stéphanie Moreira. Je suis vraiment très honorée de gagner cette couronne. Premièrement, je représente dignement mon école et je suis fière d'être élue ce soir Miss Global Success 2024. Le projet que j'ai défendu est intitulé Harmonie solaire, jeune fille leader au cœur de la révolution énergétique. Alors, Harmonie solaire est un projet innovant qui constituera à installer des panneaux solaires dans les communautés locales et dans les écoles, dans les universités, tout en investissant le rôle actif de la jeune fille à installer et à manipuler ces systèmes. Une soirée riche en beauté et en émotions. Le public a approuvé le choix des jurys. Ça s'est bien passé et surtout cette année, la mise qu'on a prise, ça nous a vraiment plu parce que c'est celle qui s'est vraiment donnée par rapport aux questions qu'on les a posées. Chaque année, on voit de l'évolution comparé aux années précédentes, disons la première édition et puis tous ces trucs-là. Cette année, il y a encore eu beaucoup d'évolution, donc on va dire que c'est bon déjà. Moi, je pense que les résultats sont là, quoi. J'ai kiffé, j'ai aimé ce que j'ai vu. Parce que c'est ce qu'on attendait, qu'on a eu. Je pense que les jurys ont fait un très bon choix parce qu'elles méritaient au fait d'avoir la Miss ESI Global Success 2024. Soucieux des effets dévastateurs du changement climatique sur notre pays et dans le monde, le directeur général de l'ESIG Global Success compte sur ce concours pour protéger l'environnement. Il est très satisfait de cette 5e édition. Ce soir, je suis satisfait. En voyant le public remplir le palais des congrès pour une élection de Miss Global Success d'une université privée, ce n'est pas donné. Chaque année, notre élection Miss, le thème concerne toujours l'environnement. Parce que nous avons compris que l'un des enjeux que nous avons actuellement à travers le monde et que tout le monde doit se battre pour contribuer à améliorer
à avoir des résultats concrets. C'est la question de l'environnement. Et nous voyons partout dans le monde que soit il y a trop de sécheresse, soit il y a trop de pluie, soit il y a des tornades, soit il y a des éboulements. Donc ça veut dire que notre planète change et s'écroule sous le poids du climat. Et nous devons faire quelque chose. Ce qui fait que nous, notre élection Miss Global Success, nous essayons de joindre la beauté à la défense de l'environnement. Rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition du concours de beauté et d'intelligence Miss Global Success. Elle s'appelle Séverine Ayele Kwevi-Koko, directrice de l'entreprise Africa EcoWorld. Afin de lutter contre la déforestation et la pollution de l'environnement, elle s'est investie dans la production et la transformation des déchets organiques en charbon et pavé écologique. Partons à la découverte de Africa EcoWorld et ses produits à travers ce dossier avec les images d'Emeka Gatché. Jeune entrepreneur et soucieuse des conséquences que le changement climatique engendre sur l'environnement, Séverine Ayele Kwevi-Koko a choisi de recycler les déchets organiques pour les transformer en charbon et pavés écologiques. Pour obtenir ces produits, les déchets passent par plusieurs étapes qu'elle nous détaille. Le charbon écologique est fait à base des déchets, comme nous voyons, les coques de noix de coco, les débris, un peu agricole et autres. Et une fois nous prenons ces déchets séchés, nous carbonisons dans le carbonisateur que voici. Et la poudre obtenue après broyage se présente comme suit. Avec cette poudre, nous mélangeons avec les lions pour pouvoir ensuite les mettre dans cette machine-là qui presse et qui sort par ici. Donc vous voyez les charbons écologiques de l'autre côté. Le charbon écologique à Kanyouin fait à base des débris agricoles qui contribuent à la réduction de la déforestation. Et au lieu d'utiliser le charbon de bois communément fait à base de l'arbre à la coupure des forêts, nous utilisons plutôt ces débris-là pour pouvoir promouvoir l'environnement, mais également contribuer à la réduction de la déforestation. Donc ce charbon ne fume pas parce que sa carbonisation a été vraiment totale. Et vous voyez, à Kanyouin, comme nous l'appelons, qui signifie bon charbon enlevé, donc pour votre cuisson et vos braises. Voilà. À part ça, j'avais tantôt parlé de déchets plastiques. Vous allez voir ces déchets-là comme ça. Nous utilisons ça pour pouvoir fabriquer les pavés. Donc pour l'instant, faute de moyens plus adaptés pour pouvoir produire en grande quantité les pavés qui demandent beaucoup plus de technologie, nous avons jugé bon de plus orienter côté charbon écologique. Akanyouin, en plus d'être écologique, présente plusieurs avantages pour ses consommateurs. Le charbon écologique déjà, étant donné que c'est fait à base des débris agricoles et des ordures ménagères, vous contribuez à ne plus couper les arbres, à lutter contre la déforestation. Mais également, l'avantage c'est que ce charbon est plus économique du moment où sa combustion est lente. Pourquoi je dis ça? Quand tu l'allumes, ça dure beaucoup plus en comparaison avec le charbon de bois. Donc du coup, côté économique, ça ne reste plus à dire. Mais également, ça ne noircit pas les dessous de marmite. Pourquoi? Parce que sa combustion a été totale et ça produit moins de fumée que le charbon de bois qu'on connaît. La réticence de la population, le manque d'infrastructures, Séverine Ayele Kwevi-Koko éprouve des difficultés qui la freinent dans ses activités. Quand nous avons commencé, nous avons vu beaucoup de différences en termes d'augmentation de chiffre d'affaires. Mais en termes de défis, il y a tellement de demandes que des fois, vous nous demandez peut-être un sac. Nous sommes obligés de faire plus d'une semaine avant de le faire. Donc, en termes de défis, c'est ça, mais également en termes d'espace. Nous n'avons pas, bon, nous sommes jeunes, des moyens pour pouvoir s'octroyer entre guillemets de grands espaces pour avoir à transformer le maximum des déchets. Donc, nous faisons appel directement aux organisations nationales qui font dans la NASA, par exemple, ou bien qui font dans la transformation ou bien la valorisation des déchets.
les collectivités locales pour pouvoir les interpeller. Parce que les déchets aujourd'hui sont conviés au niveau du centre d'enfouissement qui est juste à côté de nous. Mais nous voulons, avec notre vision, évoluer à pouvoir diminuer la quantité de déchets mis en enfouissement. Aujourd'hui, Akagnu fait partie des solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique au Togo et dans le monde. Le projet de protection contre les inondations à Kloto 1, Golfe 1 et Golfe 7 a été officiellement lancé vendredi dernier à Palimé lors d'un atelier réunissant les parties prenantes. Ce projet vise à évaluer les risques de catastrophe, à développer des solutions efficaces et à mettre en place une assurance paramétrique pour indemniser les populations en cas d'inondation. Irène Papadina pour plus de détails. Ouvert vendredi dernier à Palimé, cet atelier a rassemblé les acteurs clés dont les représentants des 3 communes concernées, les partenaires financiers et techniques et le gouvernement togolais. Dirigé par le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, le lieutenant-colonel Yoma Baka, le projet a été initié par le maire de Kloto 1 en collaboration avec les communes Golfe 1 et Golfe 7. L'objectif est de réduire les risques d'inondation et de renforcer la résilience des communautés locales face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents sur une durée de 18 mois grâce à une approche multifacette comprenant l'évaluation des risques, des solutions adaptées et la mise en place d'une assurance paramétrique. Cette collaboration démontre l'importance accordée à la protection des populations contre les inondations et témoigne de l'engagement des autorités locales et nationales envers la sécurité et le bien-être des citoyens. Les différents intervenants ont exprimé leur soutien à cette initiative capitale qui constitue une première au Togo. Avec l'engagement des partenaires techniques et financiers, les communes Kloto 1, Golfe 1 et Golfe 7 peuvent envisager un avenir plus sûr où le développement économique et social ne sera plus entravé par les inondations, mais soutenu par les mesures de prévention et de gestion des risques adaptés. Actualité hors de nos frontières, à présent, une mini-forêt de bambou a été créée autour d'une école kenyane pour atténuer les effets négatifs de la pollution sur les enfants et leurs enseignants. Située à proximité de la plus grande décharge du pays, l'école secondaire de Dandora, dans l'est de la capitale Nairobi, est à présent entourée de plus de 100 bambous plantés. Léon Sago. Chaque matin, une fumée âcre en provenance de la décharge de Dandora s'échappe de la combustion des déchets et se dirige vers l'école secondaire de Dandora, provoquant des maladies respiratoires. La décharge produit du gaz le matin et l'après-midi, voire devient un problème le matin. Elle produit de la brume, du brouillard qui pollue vraiment l'environnement, produit de mauvaises odeurs, mais certains des problèmes qui nous affectent vraiment sont l'odeur qui se dégage de la décharge, la fumée. La décharge a été déclarée pleine il y a 23 ans, mais des centaines de camions continuent d'y circuler chaque jour pour y verser de nouveaux déchets. Pour parer à cette situation, une initiative de plantation de bambou a été créée. Armés de houes de jardinage et de plants de bambou, les élèves se rassemblent sur le site de plantation afin de mettre en terre ces bambous qui filtreront l'air pollué autour de l'école. Ma motivation pour lancer le projet de bambou dans l'école était d'atténuer les effets de la décharge. Elle pollue vraiment l'air que nous respirons. Et je sais que cela va réduire les cas d'infection respiratoire parmi les habitants de la communauté de Dandora. Selon l'UNESCO, les bambous sont considérés comme l'un des meilleurs purificateurs d'air de la nature. Les jeunes pousses plantées en août de l'année dernière s'élèvent lentement contre les fumées suffocantes. Plus de 4000 arbres de différentes espèces, dont des jaracadas et des greviliers, ont également été plantés. En plantant des bambous, on crée une barrière qui empêche l'air pollué de passer, surtout en ce qui concerne les particules fines.
De plus, le bambou étant une plante, il assure la photosynthèse, ce qui lui permet de produire de l'oxygène tout en absorbant du dioxyde de carbone. L'école, financée par des fonds publics, compte sur les dons pour acheter davantage de plants. La décharge de Dandora occupe environ 50 hectares de terrain et reçoit chaque jour plus de 2000 tonnes de déchets qui viennent des environs de Nairobi, une ville peuplée de 4 millions de personnes. Restons au Kenya où le gouvernement a mis en place des mesures pour atténuer les effets des inondations qui ont fait plus de 90 morts et des dizaines de disparus dans tout le pays. Le président William Ruto, lors de son discours, a mis l'accent sur la mise en terre de 15 milliards d'arbres et la collaboration du secteur privé et des citoyens dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Retrouvons Irène Papadina. Au Kenya, le gouvernement a adopté des mesures globales pour atténuer les effets des inondations qui ont déplacé environ 131 450 personnes entre mars et avril 2024. Dans son discours à la nation du 3 mai dernier à Nairobi, le président kényan William Ruto a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer une réponse efficace à la crise suite au rapport météorologique prévoyant une augmentation des précipitations. Le gouvernement, dans le cadre de ses approches de lutte contre le changement climatique et d'atténuation des effets des inondations dans le pays, exhorte les citoyens à maintenir et intensifier la réponse positive au plan de restauration des écosystèmes qui vise à faire pousser 15 milliards d'arbres à l'échelle nationale au cours des 10 prochaines années. Les inondations au Kenya ont coûté la vie de plus de 200 personnes et laissé des dizaines d'autres disparus. Cependant, le département météorologique du Kenya et le Centre d'application des prévisions climatiques de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ont averti que le Kenya pourrait être confronté à son tout premier cyclone. L'appel est donc lancé à la collaboration entre les gouvernements des comtés, les secteurs privés et les partenaires du développement pour la surveillance des barrages et d'autres réservoirs d'eau. Un vaste projet d'expansion et de modernisation du réseau ferroviaire au Maroc. Estimé à 400 milliards de dirhams, ce projet vise la construction de 3800 km de voies ferrées conventionnelles avec la connexion de 43 villes contre 23 actuellement. Rafietou Mbereko. 400 milliards de dirhams pour l'extension et la modernisation du réseau ferroviaire au Maroc. Le projet prévoit la construction de 3800 km de voies ferrées conventionnelles et vise à connecter 43 villes contre 23 actuellement, desservir les ports et aéroports par rail et booster le développement économique et la mobilité. Dans le cadre de ce projet, le Maroc envisage la construction de 2 nouvelles lignes de Tanger à Agadir le long de la côte atlantique et de Casablanca à Oujda via Fès, a annoncé Mohamed Abdel Jalil, ministre marocain des Transports et de la Logistique. Selon une étude de faisabilité socio-économique, le raccordement de Fès au réseau à grande vitesse nécessite un investissement de 23 milliards de dirhams, a indiqué le ministre, mettant en avant les avantages de cette connexion qui réduirait la durée du trajet entre Fès et Casablanca de 2h50, soit 1 heure de moins après la fin des travaux de la ligne Kenitra-Marrakech. En outre, le Maroc envisage d'agrandir son réseau de trains à grande vitesse qui se limite pour l'instant à la ligne Tanger-Casablanca. Le ministre a également souligné que le financement du projet évalué à 400 milliards de dirhams ne pourrait pas être assuré uniquement par la vente de billets. Il a suggéré de diversifier les sources de financement, incluant des prêts internationaux, des partenariats publics-privés et des contributions gouvernementales. Pour l'heure, le projet n'a pas encore reçu l'approbation définitive du gouvernement. De nombreuses études techniques et administratives restent à effectuer. Face au
températures extrêmes en Asie du Sud et en Amérique latine, plusieurs pays ont indiqué fermer leurs écoles. Les populations sont également appelées à rester chez elles. Retrouvons Rafié Toumbéré. Le manque d'adaptation à la crise climatique a des conséquences sur les libertés humaines. Face à des températures extrêmes en Asie du Sud et en Amérique latine, les écoles sont fermées dans plusieurs pays. Les habitants sont demandés de rester chez eux. Un confinement climatique, un concept qui n'existe pas encore, pourrait bien s'imposer dans la plupart des pays touchés par des chaleurs extrêmes et non adaptés à la crise climatique. Certains pays d'Asie du Sud et du Sud-Est qui subissent les vagues de chaleur ont décidé de se barricader. À Manille, capitale des Philippines, le mercure est monté à 38,8 degrés Celsius et 45 degrés Celsius en température ressentie. Une situation qui a entraîné la suspension des cours en présentiel. Au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, toutes les écoles publiques du pays devront mettre en place des cours asynchrones et plus de 47 établissements sont concernés par cette décision. Les Philippines ne sont pas le seul pays touché par ces températures suffocantes. Le Bangladesh a également ordonné la fermeture des écoles dans tout le pays, alors qu'il avait déjà fermé les écoles 2 semaines auparavant. Nous voyons ce que 3 siècles de climatologie n'ont jamais vu, a alerté le climatologue Maximiliano Herrera sur son compte X. Le 23 avril dernier, l'Organisation météorologique mondiale a estimé que l'Asie était la région la plus touchée au monde par les catastrophes climatiques. L'Asie se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. La tendance au réchauffement climatique a presque doublé depuis la période de 1961 à 1990. Au-delà de la fermeture des écoles, plusieurs pays dont la Thaïlande ont aussi conseillé la population de rester chez elle. Les balades nocturnes dans les parcs, piscines bondées, centres commerciaux pris d'assaut, les habitants tentent de se réfugier dans les lieux de fraîcheur car chez eux, le thermomètre grimpe. L'électricité est d'ailleurs un des problèmes supplémentaires liés à cette vague de chaleur intensifiée par le phénomène El Niño. Selon les médias locaux, les ressources électriques sont mises à rude épreuve, notamment à Luzon, île principale des Philippines. Du côté de la Thaïlande, la demande en électricité a atteint un record. Ce n'est pas la première fois que des populations sont contraintes de limiter leurs déplacements pour des raisons climatiques. Sans réelle adaptation au changement climatique, de plus en plus de pays sont ainsi contraints de se confiner, mettant à mal leur liberté de déplacement ou d'accès à l'éducation. Des tornades ravagent les États-Unis depuis quelques semaines. Le bilan humain actuel s'élève malheureusement à 5 morts. Plusieurs foyers américains se retrouvent sans abri et des entrepôts sont également touchés. Commentaire signé Vivace Amana. Les États-Unis vivent une saison effroyable de tornades depuis quelques semaines. Plusieurs États sont violemment touchés, à l'instar du Texas au sud, au Dakota du nord. Les violentes tornades ont décimé des arbres, emporté des maisons et tué déjà 5 personnes. Des habitations sont complètement détruites, comme c'est le cas en cette fin de semaine dans l'État de l'Oklahoma. Heureusement que notre famille est très présente. Comme nos amis qui viennent nous aider. Dans le Michigan également, les dégâts sont considérables. Des entrepôts comme celui-ci ont été décoiffés, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Au total, 400 tornades ont eu lieu en un mois aux États-Unis, un record qui n'avait jamais été atteint depuis plus de 10 ans. Les spécialistes du phénomène ont même du mal à expliquer l'ampleur de la situation. Il y a beaucoup plus de tornades recensées cette année. C'est peut-être parce que nous y faisons plus attention. Mais c'est aussi parce qu'elles sont très nombreuses ce mois-ci. Nous avons aussi remarqué que la saison des tornades dure plus longtemps que d'habitude. Les Américains ne sont pas au bout de leur peine, car la saison des tornades devait se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet. Comment s'attaquer à la production non durable du plastique? Cette question fondamentale était le fil d'Ariane de la 4e session du Comité intergouvernemental de négociation pour un traité mondial contre la pollution plastique qui s'est tenu à Ottawa, au Canada, du 23 au 29 avril 2024. Contre toute attente,
Les discussions sur l'inclusion d'un plafond de production des polymères primaires ont été exclues, laissant place aux questions relatives à la gestion des déchets plastiques et au financement. Regardez. Le comité intergouvernemental de négociation SIN4 a une fois de plus omis de poser la question la plus fondamentale pour le succès du futur traité mondial sur le plastique. Comment s'attaquer à la production non durable de plastique, a regretté Jacob Keane-Amerson, en charge de la campagne Océan à l'agence d'enquête environnementale qui a participé aux négociations d'Ottawa au Canada du 23 au 29 avril 2024. Et ce n'est pas faute de propositions visant la réduction de la production non durable du plastique, notamment une proposition de travaux intercession du Rwanda et du Pérou sur les polymères plastiques primaires visant à réduire de 40% l'utilisation mondiale de polymères plastiques primaires d'ici à 2040 par rapport au niveau de 2025. Proposition que plusieurs délégations, dont le Malawi, les Philippines et les Fidji ont fermement soutenu. Pourtant, ces minuscules particules de plastique de moins de 5 mm constituent une source de pollution préoccupante à la fois pour l'environnement, la biodiversité et la santé humaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pays du G7, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis d'Amérique, réunis le 29 avril 2024 à Turin en Italie pour discuter environnement et stratégie face au changement climatique, se sont engagés à réduire la production mondiale de polymères plastiques primaires afin de mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040. Outre la proposition de Kigali et de Lima qui a botté en touche, le Rwanda étant l'un des premiers pays du globe à avoir banni les bouteilles et les sacs de plastique à usage unique, plusieurs pays ont lancé la déclaration Bridge to Busan sur les polymères plastiques afin de rallier les patries en faveur du maintien de la disposition relative aux polymères plastiques primaires dans le texte de traité et de créer une dynamique pour le 5e et le dernier cycle de négociation qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Si un consensus n'a pas été trouvé sur la réduction de la production du plastique au niveau mondial, c'est que les pays producteurs de polymères et de plastique, dont l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Koweït et le Qatar, ne sont pas prêts à s'engager, ainsi que les 196 lobbyistes de l'industrie des combustibles fossiles et des produits chimiques qui ont participé aux négociations dans la capitale canadienne. Ils ont d'ailleurs semé le doute sur la portée du projet de traité afin de redéfinir ce qui signifie le cycle de vie complet des plastiques dans une tentative apparente de restreindre le champ d'application du traité proposé aux seules questions relatives à la gestion des déchets. Au vu des divergences de points de vue, les parties ont fonctionné selon les règles de procédure appliquées provisoirement qui permettront de voter sur les décisions si tous les efforts pour parvenir à un consensus ont été épuisés. Des compromis ont été faits sur le résultat, ce qui n'ont pas tenu compte du plafonnement dans la production de plastique, ce qui éloigne encore plus de la conclusion de traité que les environnementalistes et les états soucieux du devenir de la planète exigent que la justice réclame. Pourtant, le Canada espérait réduire le test du projet de traité de 70% afin d'arriver à s'étendre d'ici à la fin de 2024. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur la Green TV International. Excellent sur de nos programmes. Excellente semaine à tous. Au revoir.